C'est avec grand plaisir que je reçois, en plein mois de juillet 2019, mon ami Jean Lemaître, qui a publié récemment, ou plus exactement qui va publier à la fin du mois d'août, un ouvrage paru déjà antérieurement, mais chez un autre éditeur, qui s'intitule Grândola Vila Morena, c'est-à-dire le nom de Grândola, le nom d'une petite ville portugaise, ville brune. Cet ouvrage a été rédigé et conçu avec Mercedes Guerreiro, et sera publié donc dans un mois et demi aux éditions Otium ou Otium, donc à Paris, à Vitry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, voilà. Voilà, je le montre à l'écran. Alors, qui est Jean Lemaître? Jean Lemaître est journaliste de profession et de formation et de métier. Il s'est engagé dans le journalisme social, donc politiquement, il est franchement à gauche. Il a enseigné pendant une quinzaine d'années le journalisme dans une haute école réputée bruxelloise, l'IEX, c'est-à-dire l'Institut des hautes études en communication sociale, et il est l'auteur de plusieurs ouvrages donc je vais citer maintenant. Tout d'abord, 4 ouvrages historiques et ensuite 3 romans. Les romans, les livres historiques tout d'abord. Le premier, consacré à son grand-père, Jean Fontaine, avocat de l'Internationale communiste, publié en 2012 aux éditions Aden, préfacé par José Gotovitch, grand spécialiste du communisme en Belgique et professeur émérite à l'Université de Bruxelles. Ensuite, l'ouvrage dont il va être question, publié en 2014 et qui va être réédité 5 ans plus tard, donc en 2019, Grândola Vila Morena, que je vous ai déjà montré. Ensuite, un ouvrage consacré au président, au responsable, enfin au secrétaire général du Parti communiste belge, Louis van Gaite, Regard croisé pour le sous-titre, sur le Parti communiste belge pendant une période de 40 ans qui s'étend de 1945 à 1985, publié en 2015 chez Mémogramme. Enfin, un ouvrage qui paraîtra à la fin du mois prochain, comme Grândola, chez le même éditeur, Otium, donc en août 2019, et qui s'intitulera La Commune des Lumières. Il s'agit en fait de l'histoire d'un village anarchiste, ou qui a fonctionné de manière anarchiste pendant quelques mois, en tout cas, au début du XXe siècle au Portugal. Ensuite, 3 romans, donc on change de genre littéraire. Premier roman publié en 2015, La révolte des Gilles de Binche. Le second 2 ans plus tard, en 2017, Le jour où tout bascula, qui est consacré à la résistance en Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, le troisième, publié l'an dernier en 2018, signé Zarco, le Christophe Colomb portugais. Voilà donc quelles sont les œuvres qui ont été publiées donc depuis 7 ans. Donc vous voyez, 7 livres en 7 ans, c'est quand même pas mal. À ce rythme-là, on en aura encore quelques-uns, parce que Jean Lemaître n'est pas suffisamment âgé que pour qu'on puisse se dire qu'on est en bout de course, enfin qu'il est en bout de course. Alors la raison pour laquelle Jean a choisi de traiter de ce sujet, on peut supposer, en tout cas, il ne me l'a pas dit
clairement avant cet entretien, mais en tout cas, il y en a deux, me semble-t-il. Il y a tout d'abord l'actualité récente, ou en tout cas de ces dernières années, en Europe, c'est la montée de l'extrême droite, un peu partout, hein, en Europe, en Belgique tout à fait récemment, on l'a vu lors des élections du 26 mai 2019, avec la montée très importante du Vlaams Belang en Flandre, la place également à la même date lors des élections en France avec Marine Le Pen, donc le Rassemblement national en France, et alors ne parlons pas de gouvernements plus anciens qui sont au pouvoir, en Hongrie avec Viktor Orbán, en Slovaquie, en Pologne, en Autriche aussi, même si il y a une démission du vice-premier ministre autrichien à la suite d'un scandale. Il y a bien sûr l'Italie avec Salvini qui est à la tête de la Liga, donc ce mouvement d'extrême droite du nord de l'Italie et qui est associé au mouvement Cinque Stelle, donc de l'Italie pour le sud de l'Italie. Alors, on retrouve en fait ce mouvement d'extrême droite un petit peu partout, ce qui rend vraiment d'actualité le propos de José Saramago, le prix Nobel de littérature, qui avait écrit ceci. « Nous arrivons à la fin d'une civilisation et les temps d'obscurité approchent. Le fascisme peut revenir, il ne reste plus beaucoup de temps pour changer le monde. » Cet extrait se trouve à la fin du livre de Jean Lemaître et vient donc tout à propos pour justifier, je dirais, la publication de ce livre aujourd'hui. Mais il y a une deuxième raison qui est plus circonstancielle, même si les anniversaires sont plutôt des, comment dirais-je, des occasions plus que des causes de la publication de certains livres, mais il y a justement 45 ans que se produisait la révolution des œillets, donc le 25 avril 1974 au Portugal. Comme le livre porte sur l'histoire d'une chanson, je vais demander à Jean Lemaître de chanter, s'il en est d'accord, la première ou les deux premières strophes, enfin c'est lui qui va décider, en portugais de Granola, et moi-même je vais poursuivre alors la lecture en français cette fois. Alors on y va. Granola, Villa Morena, terra da fraternidade, o povo que mais ordena, dentro de tio cidade, dentro de tio cidade, o povo que mais ordena, terra da fraternidade, Granola, Villa Morena. Merci beaucoup Jean. Je vais lire maintenant la totalité de cette chanson qui a une histoire, parce qu'en fait, lorsque, en 1964, si mes souvenirs sont bons, l'auteur de cette chanson, dont il va être question plus tard, va l'écrire, en fait, ce texte va connaître un certain nombre de modifications, de transformations, avant d'être le chant que nous connaissons aujourd'hui et qui est devenu très célèbre. Voici donc le texte en français. Je ne chanterai pas parce que il pleut déjà et il ne sert à rien d'aggraver la situation climatique de cet après-midi. Donc, Granola, ville brune, terre de fraternité, c'est le peuple qui commande, en toi cité. En toi cité, c'est le peuple qui commande, terre de fraternité, Granola, ville brune. Dans chaque coin un ami, en chaque visage l'égalité, Granola, ville brune, terre de fraternité. Terre de fraternité, Granola, ville brune, en chaque visage l'égalité, c'est le peuple qui commande.
à l'ombre d'un chêne vert, qui ne connaissait plus son âge, j'ai juré de prendre comme compagne Grandola, ta volonté, Grandola, ta volonté, j'ai juré de prendre comme compagne à l'ombre d'un chêne vert qui ne se connaissait plus son âge. Le texte de cette chanson va être commenté tout à l'heure lorsqu'il sera question de faire l'histoire de ce texte, parce qu'il y a évidemment toute une série de choses importantes et Jean va donc se charger de faire le commentaire. Simplement retenez quelques mots-clés, évidemment, qui paraissent... Il est étonnant qu'ils aient passé sous le nez de la censure de la dictature portugaise à l'époque, mais il y a quand même des mots-clés qui ne laissent aucun doute, en tout cas le terme fraternité, le terme égalité. Alors, une phrase qui paraît quand même sous la dictature, qui aurait dû quand même éveiller, je dirais, l'œil, aurait dû éveiller également les oreilles de la censure, c'est le peuple qui commande. Dire ça dans une dictature, quand même d'extrême droite, qu'elle soit d'extrême gauche aussi d'ailleurs, mais enfin, a fortiori, dans une dictature d'extrême droite, c'était quand même assez enlevé. Donc voilà, vous allez attendre encore quelques minutes avant de connaître l'histoire de cette chanson, parce que j'ai décidé, avec Jean, de suivre un plan qui nous a paru logique pour mener à bien cet entretien. Il y aura dans un premier temps, ce qui est tout à fait cohérent, je dirais logique, une partie consacrée au contexte historique, est tout à fait essentiel, comprendre la situation donc du Portugal, du peuple portugais, dans le courant des années 60 et 70, une deuxième partie qui sera consacrée à la vie de l'auteur de ce texte, et enfin la troisième partie qui évidemment est l'objet central du récit de Jean Lemaître, c'est-à-dire l'histoire de la chanson elle-même. Quand je dis de la chanson, je devrais dire plutôt de ce texte, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord eu un poème, et puis ça c'est devenu une chanson. Et une chanson d'ailleurs, où il n'y a pas que la musique et les paroles qui importent, il y a aussi la gestuelle, comme Jean Lemaître va vous l'expliquer tout à l'heure, et qui ont permis à cette chanson, en tout cas conduit cette chanson à avoir le succès qu'elle va avoir. Mais elle aurait pu ne pas connaître un tel destin, comme ça va vous l'être expliqué aussi. Donc, Jean, toute première question, c'est celle du contexte historique. Tu es journaliste, je suis historien, donc on ne peut pas aborder ce qui va être un texte symbolique, un texte qui va soulever, qui va être à l'origine d'un... qui va accompagner, en tout cas, qui va être le signal d'alarme d'un soulèvement militaire contre la dictature. Donc, on doit comprendre ce contexte. Alors, je vais te poser des questions à ce sujet-là. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le contexte économique, social du Portugal dans les décennies qui précèdent, les 2 décennies, disons, qui précèdent immédiatement le soulèvement du 25 avril, première question. Peut-être faire le distinguo entre les différentes régions du Portugal, parce que parfois, quand on traite d'un pays qu'on ne connaît pas bien, on a l'impression qu'il forme un tout. Or, il y a quand même comment dirais-je, des caractéristiques sociologiques propres aux différentes régions, industrielles ou rurales par exemple, et bien sûr de nous expliquer quelles étaient les caractéristiques de la dictature et le contexte dans lequel se trouvait la dictature, donc à la fin des années 60 et au début des années 70. On aura certainement reconnu comment dirais-je, ma philosophie de l'histoire dans l'ordre dans lequel j'aurais posé les questions. J'ai d'abord posé des questions qui relèvent de
l'économie de la société avant d'arriver à la politique. Donc on comprendra que pour moi, et peut-être pour Jean, mais je n'ai pas à me prononcer pour lui, ben, c'est le substrat évidemment économique et social qui détermine évidemment des situations politiques données. Alors Jean-Michel, on y va? On essaye? Voilà. La grande différence, début des années 70, fin des années 60, oui, oui, entre le Portugal et les deux autres dictatures en Grèce et en Espagne, du sud de l'Europe, c'est que ça dure au Portugal depuis une quarantaine d'années. En fait, c'est la dictature au Portugal qui est la plus ancienne du continent européen, plus ancienne et plus longue que la dictature italienne ou que la dictature nazie en Allemagne. Oui, fasciste. Fasciste, oui, fasciste, ouais. Ça, c'est un premier point. La dictature, comme toutes les dictatures, c'est la répression de toute contestation, la suppression des droits de réunion, d'association, de liberté d'opinion. Mon épouse est d'origine portugaise, elle était au Portugal avant le 25 avril. Pour vous donner une idée, écouter les Beatles, c'était interdit. De la poésie, des chansons, de l'art, etc. Une police politique, la PIDE, qu'on pourrait qualifier de Gestapo portugaise, qui arrête, qui torture, qui tue. Mais c'est aussi, et il faut le souligner, l'exploitation honteuse des travailleurs. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc il y a 50 ans, le Portugal vivait des conditions encore pires que celles qu'on a connues au XIXe siècle au nord de l'Europe. Des salaires de misère, pas de sécurité sociale, et en particulier un taux d'analphabétisme extrêmement élevé. Il y avait en 1974, au moment de la révolution d'avril, il y avait environ 25% d'analphabètes au Portugal. Alors, le Portugal, effectivement, c'est un relativement petit pays, grand comme 3 fois la Belgique, avec 10 millions d'habitants à peu près, mais avec des structures très différentes. Dans la partie sud du Portugal, essentiellement Lisbonne, la banlieue industrielle de Lisbonne, et le sud agricole, l'Alentejo, l'Église n'a pas... Les gens sont croyants, mais sont des croyants mécréants, ils ne vont pas beaucoup à la messe, et le Vatican n'impose pas sa loi. Il y a une tradition de liberté, d'opinion et de conscience qui remonte à des siècles en arrière. Et ce sont essentiellement des paysages et des structures agricoles, et à l'époque, les propriétés étaient de grandes propriétés, des latifundiaires, comme du temps des Romains, de l'occupation romaine, avec à leur tête des grands bourgeois ou des nobles complètement affidés au régime fasciste. Et tandis que le nord du Portugal, au nord du Tage, est plutôt une structure de petites propriétés, avec des paysans pauvres, mais qui sont des petits propriétaires, qui ont 3 vaches, 2 cochons, quelques poules, etc., et qui travaillent d'une manière moins collective, tandis que les travailleurs agricoles du Sud sont des journaliers qui travaillent ensemble, collectivement dans les champs, et qui ne sont pas propriétaires de terre. Et l'Église est beaucoup plus prégnante au nord du Portugal qu'au sud du Portugal. Donc, en gros, pour être un peu schématique, le Sud est depuis longtemps de gauche. L'Alentejo est un bastion de la lutte antifasciste au Portugal dans les années 50, 60, etc. Et le Nord, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de résistants et d'antifascistes, mais est plus conservateur d'un point de vue esprit. C'est aussi, enfin, le Portugal, un petit pays du bout de l'Europe, qu'on connaît mal en dehors du Benfica de Lisboa, d'Amália Rodrigues. On connaît très peu le Portugal, et même chez les gens les plus engagés, les plus conscients. de Fado, hein, oui, Amália Rodrigues, tout à fait l'emblème. Bon, moi j'avais 20 ans au moment de la Révolution portugaise, j'avais jamais été au Portugal, parce que pour aller au Portugal, vu qu'on ne prenait pas l'avion, il fallait traverser l'Espagne, et pour des raisons de conscience morale, on s'interdisait de prêter, de donner une quelconque caution au régime sanguinaire de Franco, et donc il fallait traverser l'Espagne pour aller au Portugal. Donc très peu de gens connaissaient le Portugal. Voilà en gros
le topo socio-économique et politique, avec un point très important que j'allais oublier, Oui. c'est qu'en 1962, alors que des guerres d'indépendance nationale, comme en Algérie, se terminaient, au prix de beaucoup de souffrances de la part du peuple algérien, eh bien, le Portugal, d'une manière un peu déphasée, anachronique, commençait ses interventions militaires dans ses 3 principales colonies d'Afrique australe, la Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique, alors que ça se terminait dans d'autres parties du monde. Et beaucoup de jeunes Portugais ont été forcés d'aller combattre dans ces colonies, et ils n'avaient pas envie de se battre, c'était une cause qui n'était pas la leur. Alors il faut savoir qu'il y a eu dans les guerres coloniales portugaises à peu près 10 000 victimes portugaises, soldats portugais, des jeunes types qui dans la fleur de l'âge, ont été fauchés. Bon, il y a aussi beaucoup de victimes dans les mouvements d'indépendance, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais 10 000 victimes au Portugal, compte tenu de la différence de population entre le Portugal et les États-Unis, c'est infiniment plus que le nombre de soldats américains tués dans les guerres d'Indochine, au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Pour te donner une indication de l'impact qu'a eu la guerre et du rejet de la guerre dans les colonies, dans le peuple portugais à cette époque. Très bien. Si je peux, pas paraphraser, mais faire un petit commentaire pour peut-être éclaircir, mais tu l'as fait de manière très pédagogique, donc je ne devrais même pas faire ce commentaire. Simplement, pour dire les choses autrement, on pourrait dire que sur le plan intérieur, tout d'abord, ce qui a permis pendant longtemps la dictature de Salazar et puis plus tard de Caetano à partir de 1970 de tenir, c'est tout d'abord au fond qu'il s'agit d'un pays avec des structures archaïques sur le plan économique et donc sur le plan social aussi, qu'il y a au fond sur le plan social tout d'abord 2 types de soutien au régime, à la fois dans la grande bourgeoisie et d'autre part, ce qui reste l'aristocratie, mais associé à la bourgeoisie, c'est-à-dire des grands propriétaires fonciers, et d'autre part des petits propriétaires fonciers, des petits, enfin qui possèdent 3 vaches, comme tu l'as dit, qui sont des soutiens objectifs du régime, parce qu'il y a la peur sans doute du communisme, et sans doute la peur d'une, comment dirais-je, d'une collectivisation des terres, comme ça avait été le cas pour une courte période pendant la guerre d'Espagne en 36-37. Ça, c'est une chose. Ensuite, soutien idéologique, c'est celui de l'Église, du haut clergé, et puis alors aussi, je suppose, mais je ne connais pas bien aussi la situation si bien que toi, aussi parmi un certain petit clergé conservateur qui, tous les dimanches, au sermon, et même peut-être dans des conversations au coin de l'église au village, tiennent un discours qui n'est pas opposé au régime, bien au contraire, et qui peut-être même justifie un ordre social et politique, et en tout cas ne pousse pas à la révolte et à un discours plutôt qui conduit à une forme de résignation. Alors ça c'est sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, il y a donc cette alliance objective au sein de l'OTAN entre des régimes liés à la démocratie parlementaire et d'autre part des fascismes, en tout cas dans ce que l'on appelait à l'époque le monde libre, même si ça comprenait des tas de régimes qui n'étaient pas libres, en face de ce monde communiste présenté comme diabolique. Et c'est ce qui fait que le Portugal est membre de l'OTAN, et ça va jouer un rôle d'ailleurs dans le choix de la date, hein, au moment lorsque la révolution va être déclenchée, c'est-à-dire qu'on trouve dans cette organisation qui, à l'origine, évidemment, l'OTAN vise l'URSS très clairement après la Deuxième Guerre mondiale, on trouve en fait des régimes qui sont
comment dirais-je, anticollectivistes, ça c'est sûr, des démocraties parlementaires, mais qui ont toutes pour fondement un capitalisme soit industriel, mais moderne, soit une forme de capitalisme, ou en tout cas presque de féodalisme, qui remonte presque au Moyen-Âge. J'exagère un tout petit peu, mais en fait on retrouve tout ce qui est anti-collectivisme. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé ta pensée, mais c'était pour dire en d'autres mots ce que tu as dit. Donc je n'apporte rien en termes d'information, simplement je le reformule à ma manière et rien d'autre. Mais je crois que nous pouvons nous trouver là-dessus. Cette révolution du 25 avril 1974 est venue de la convergence de deux mouvements. D'abord la contestation interne, pour des raisons politiques, sociales, on réclamait la liberté. Au début, c'était plutôt dans les zones industrielles et agricoles du Sud, puis ça s'est étendu quand même dans les années 60 aux étudiants des campus. Mai 68, on dit toujours que c'est la jeunesse étudiante parisienne qui a mené la main. En réalité, il y a eu les mai 68 en 1962 au Portugal d'abord, avec les campus qui étaient enflammés et beaucoup d'étudiants qui ont été réprimés très très durement. Dans cette opposition interne, il y a à l'époque deux forces qui sont reliées, le Parti communiste portugais clandestin et aussi un courant progressiste dans l'Église, c'est-à-dire qu'il y a une minorité de chrétiens qui s'engagent très courageusement contre la dictature et tous les supports de la dictature, y compris leur propre hiérarchie au sein de l'Église. Et le deuxième facteur, c'est ce qui se passe dans les colonies. Et là, c'est quand même assez intéressant. Il y a deux types de soldats, de militaires portugais. Il y a les officiers de métier, les militaires de carrière, et les miliciens. Parmi les miliciens, bon, aucun n'a envie de se faire trouer la peau. C'est-à-dire quoi, les conscrits les conscrits. Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont été emprisonnés, arrêtés dans les révoltes estudiantines sur les campus à Coimbra, Porto, Lisbonne principalement, et qui sont, pour les punir, on les envoie pendant 3 ans commander des miliciens, des conscrits. Et comme ils sont universitaires, ils accèdent directement à des postes de gradés, de sous-lieutenant, de capitaine, etc. De l'autre côté, il y a les militaires de carrière qui n'ont pas plus envie de faire la guerre. Parce qu'en réalité, quand ils sont rentrés dans l'armée, pour la majorité d'entre eux, c'est pas par amour de l'armée, c'est simplement parce qu'ils venaient de familles pauvres et qu'ils avaient l'occasion, à travers l'armée, de faire des études d'ingénieur, de médecin, etc., sans devoir payer les coûts exorbitants pour s'inscrire dans une université. Et ces deux courants vont se coaliser. Et ça va donner, au niveau des forces armées portugaises, la création du mouvement des capitaines, qui deviendra le mouvement, le MFA, le mouvement des forces armées, qui, au courant de l'année 1973, début 1974, va se coaliser, va obtenir des relais clandestins dans les différents corps d'armée, dans les différentes unités du nord, du sud, du centre du pays, et va décider, sur base aussi d'un programme politique, c'est liberté et décolonisation, de lancer une insurrection et de renverser le régime par la force. Et alors, effectivement, puisque tu évoquais, Jean-Michel, l'appui de l'OTAN, adepte de la liberté, entre guillemets, à la dictature portugaise, il y avait, l'insurrection était prévue fin avril. Mais les conspirateurs, à la tête desquels il y avait Otelo de Carvalho, assez célèbre, il a des cheveux blancs à 37-38 ans, se rendent compte qu'en fait, il va y avoir des manœuvres de l'OTAN à ce moment-là, et donc risque d'appui militaire de l'OTAN à la dictature. Et qu'en plus, par une série de relais, ils apprennent que la PID, la police politique, envisage de faire des arrestations massives dans les rangs des militaires conspirateurs. Et donc ils avancent la date, prévue aux alentours du 30 avril, en l'anticipant et en la mettant le 25 avril. Maintenant, comment déclencher les choses? Ça, c'est une autre paire de manches. On va y revenir, hein, bien entendu. Ce que je te propose maintenant, c'est peut-être nous donner quelques informations biographiques sur l'auteur de ce poème qui va devenir une chanson, autrement dit José Afonso, dit
Zeca, en n'entrant pas donc dans l'histoire de la chanson, puisque ce sera l'objet d'une thématique ultérieure, donc nous expliquer un petit peu qui est ce personnage, quel est son milieu social, tout d'abord quand il est né, parce que bon voilà, c'est important de savoir s'il est né avant ou après l'instauration de la dictature, hein, voilà, ça c'est une chose, dire un petit peu ce qu'il a fait comme études, quels sont les emplois qu'il a successivement exercés, et puis comment il en est arrivé à devenir, de manière volontaire ou pas, mais ça c'est à toi de nous l'expliquer, quelqu'un qui sera le chantre de la Révolution, alors que c'était sans doute pas son projet, parce que je crois que c'était pas un homme, c'était plutôt un homme modeste dans son caractère, c'était pas a priori un tribun des foules. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça, donc jusqu'à son décès en 1987? Absolument. Donc Zeca c'est le diminutif de José, hein, mais oui. Voilà, c'est très affectueux. Zeca Afonso est né en 1929, la même année que Jacques Brel. Et il est mort aussi prématurément en 1987 d'une sale maladie orpheline. Il avait 58 ans. Il est issu d'un milieu plutôt favorisé. Son père était un magistrat, un juge de conviction républicaine. Ce qui compte, c'est déjà être progressiste au Portugal et laïque, donc non religieux. Et en raison de son opposition, même modérée à la dictature, il est déporté, il est éloigné du Portugal et on l'envoie exercer ses fonctions de magistrat, d'abord en Angola et puis à Timor, tout à l'est, tout près de l'Indonésie, Timor-Est, qui était alors une colonie portugaise. C'est un des confettis de cet empire maritime du XVIe siècle. Absolument, oui. Absolument. Et José, Zeca, qui a un caractère assez mélancolique, il vit alors au Portugal chez les oncles, des tantes, et il souffre un peu de l'éloignement de ses parents. Il finit à l'âge de 11 ans par déménager chez une autre tante à Coimbra, grande ville universitaire, dotée d'une magnifique bibliothèque et d'une université très ancienne. Que je l'ai visitée, oui, oui. Moi aussi. Et là, en fait, il est romantique, il est poète dans l'âme, et sans lire la musique, il a une capacité de créer des mélodies qui est incroyable. Il a le sens de la mélodie. Et il commence à interpréter des fados. Alors le fado, c'est un chant emblématique. On parlait d'Amalia Rodrigues tout à l'heure, qui était l'ambassadrice du fado à l'étranger. Bon, une femme de talent, mais enfin qui était un peu en accointance avec le régime aussi. Le fado, c'est un chant très très beau, avec deux guitares, une métallique et une guitare classique, qui parle d'amour, de destin, de fatalité, de rupture amoureuse, etc. C'est très beau, mais ce ne sont pas des chants qui invitent à se mettre en mouvement, à lutter contre les injustices, etc. Et le fado est quand même... Il participe de l'idéologie dominante de la résignation, et du régime et de l'Église. C'est ça. Cela dit, c'est un chant magnifique. Hein. Oui. Mais... Et c'est pour ça Coimbra, il y a deux capitales du fado, c'est Lisbonne et Coimbra. À Coimbra, le fado est plus lent qu'à Lisbonne, et il a la caractéristique d'être chanté non pas principalement par des gens du peuple, des cuisiniers dans les restaurants, etc., mais par des étudiants avec une grande cape noire. Donc pour gagner un peu d'argent, parce que Zeca était sans sous, il commence à gratter la guitare et à chanter le fado, et puis petit à petit, il a un caractère rebelle, contestataire, bon voilà, ça c'est dans les gènes, et puis il voit la misère tout autour de lui, et la misère le révolte. Il va d'abord faire un premier disque qui s'appelle Ballade de Coimbra, et non pas Fado de Coimbra. Or une ballade, comme les ballades de François Villon, etc., ce sont des chants qui s'ouvrent à la vie. Et lui, dans ses paroles, il dénonce le racisme envers les anciens esclaves noirs qui vivent dans des quartiers misérables autour de Coimbra. Il s'insurge contre les multinationales à la solde du régime de Salazar qui exploite honteusement la main-d'œuvre portugaise moins chère.
Et donc, voilà une deuxième impertinence. Et donc, ces chansons, enregistrées dans un studio minable, dans un monastère complètement décati près de Coimbra, vont tout de suite, en passant de main à la main sous le manteau, parce qu'elles étaient interdites, pas promues, etc., vont être très populaires au Portugal. C'est ça. Parce que c'est le premier chanteur, chez nous on dit un chanteur engagé, au Portugal on appelle ça un cantor d'intervenção, un chanteur d'intervention. Ça va être le premier d'une lignée de chanteurs qui, en passant à travers les gouttes de la censure, essayent de développer des chants populaires à contenu plus sociaux et incitant les gens à refuser justement la fatalité et la résignation. Alors, il fait son service militaire 2 années, mais avant le déclenchement des guerres coloniales. Ça l'embête, mais il doit le faire. Et puis, en fait, il n'avait pas passé sa thèse. Il a fait des études à l'université de Coimbra d'histoire et de philosophie. Et comme il n'avait pas passé sa thèse, et qu'en plus souvent il avait des ennuis dans les écoles où il enseignait parce que sa pédagogie était libertaire, dans un régime et dans une tradition scolaire totalement autoritariste, il va de ville en ville, il fait 3 mois là, puis 6 mois dans une autre école, puis il est mis à la porte, puis et il parcourt comme ça pratiquement tout le Portugal, où il s'enrichit de toute la diversité culturelle du Portugal, parce que le Portugal, encore aujourd'hui, c'est un pays de légendes, d'histoires anciennes, de poésie, de poètes populaires, de manières de chanter très différentes, très locales. Chaque village a ses traditions. Et ça va lui donner un substrat, une source d'inspiration pour composer des chansons qui parlent du peuple, qui parlent du peuple aussi simplement en termes concrets et complètement différentes donc du fado. Voilà en gros le parcours de Zeca, et on arrive au début des années 60. Il a déjà une assez bonne réputation. Et il est connu, on l'invite pour rien, quoi. On lui paye un verre de vin et si tout va bien, son billet de chemin de fer, de train, mais sinon il ne gagne pas d'argent avec les chansons. Mais donc positivement, je dirais, il a retiré une expérience de sa profession d'enseignant, puisqu'il était souvent déplacé, il a dû trouver un bout des boulots de professeur temporaire, donc à des endroits différents, et donc ça lui a permis de prendre connaissance de situations diverses au Portugal, en milieu urbain, en milieu rural, de fréquenter en Alentejo, donc quand même des milieux d'ouvriers dans l'industrie, là, alors qu'ailleurs, ben, tu en as parlé déjà un petit peu tout à l'heure, lorsque tu as parlé des grands propriétaires, mais tu peux peut-être insister d'ailleurs, je ne sais plus si tu l'avais fait sur ces ouvriers agricoles, on va en reparler peut-être plus tard. Comme tu l'entends, il y a peut-être une chose à ajouter, c'est qu'il a fini par rédiger sa thèse, qui a été consacrée à Jean-Paul Sartre. Encore une impertinence, parce que Sartre n'est pas n'importe quel bonhomme, et rendre un hommage à travers son travail à Sartre, c'est aussi une forme de rébellion. Surtout que c'est un intellectuel vraiment engagé, d'ailleurs. La notion d'intellectuel engagé est associée naturellement à Sartre quand on y pense, et qui, justement, dans les années 60, 70, à ce moment-là, est franchement du côté de la gauche maoïste, hein, on peut le dire, hein, dans le cas de Jean-Paul Sartre. Sur le plan politique, Zeca a toujours été très politisé. Il est devenu plus internationaliste, on en parlera tout à l'heure, contre la colonisation, etc. Mais il n'a jamais été embrigadé, donc c'est très important de dire qu'il était invité, plus ou moins clandestinement, dans les fêtes des communistes, des chrétiens de gauche, de l'extrême gauche aussi, d'un mouvement qui s'appelait la Loire, mais jamais il ne prendra une carte de parti. C'est quelqu'un de très humble, qui préfère rester à hauteur d'homme, plutôt que de prendre du galon, ce qui ne l'empêche pas de s'engager, de prendre des risques. Il fera d'ailleurs à un certain moment 1 mois de prison pour avoir participé à une manifestation. Et il avait une formule que j'adore, à laquelle je me rallierais bien volontiers moi-même, et toi Jean-Michel, c'est
Je suis mon propre comité central. Ça veut dire C'est qu'il est engagé, il est aux côtés des révolutionnaires, des clandestins, des antifascistes, mais il veut penser toujours par lui-même. Moi, je trouve que c'est bien, donc montrer que l'engagement peut se combiner avec la liberté de conscience et l'esprit critique. Mais c'est un homme qui avait un certain humour, parce que quand la police, avant un de ses spectacles, lui demandait ce qu'il allait chanter, il disait qu'il allait chanter du Rodriguez, justement, donc quand même, c'était un peu fort. Et puis alors, tu parlais que quand il chantait le fado, en tout cas, à l'origine, il y avait une grande cape-là, mais à un moment donné, il a retiré. Il a retiré, donc c'est aussi un élément, voilà. C'est un rebelle. C'est un rebelle, donc a priori, il nous est sympathique. Je veux dire, indépendamment de... Oui. Voilà, enfin, je dis nous, ceux qui se reconnaissent en tout cas dans ce genre d'attitude face à la vie. Maintenant, je te propose... alors, il est mort donc en 1987, hein, oui. Donc d'une maladie assez... Je ne connais pas le nom de la maladie, mais c'est une maladie vraiment orpheline. Son dernier concert public date de 1983. Dans une salle emblématique à Lisbonne, qui est le Colisée de Recreio, une salle qui contient des milliers de places. Et il y a une vidéo dans notre livre, Mercedes et moi, on donne les liens vers... on peut revoir le concert en direct. Il usé, là. Il était usé, il était miné par la maladie. Chaque fois qu'il ne chantait pas, il s'asseyait, parce qu'il avait besoin de se reposer quelques poignées de secondes. Mais il donne un concert, il savait que c'était le dernier, c'est terriblement émouvant. Oui, voilà, et on peut le voir en direct via des liens internet. C'est ça. Maintenant, je te propose, oui, ça me fait penser un petit peu au dernier concert de Barbara, où là, il n'avait plus aucune voix suite à son cancer, et on l'entendait pas, il était presque inaudible. Mais donc, voilà. Ce genre de destin tragique propice justement l'écriture de biographies sur ce genre. Est-ce qu'il y a au fond des biographies sur José Alonso? Alors il y en a, on donne la référence. Des bonnes biographies. Des bonnes biographies. Il y en a. Et qui fassent la part qui traite du sujet, enfin du personnage, sous les différentes facettes. Alors il y en a, mais... à la fois sur le plan artistique, sur le plan politique, et à la fois sa vie d'être humain avec ses gloires et ses misères. Oui. Alors il y en a de très bonnes, écrites en portugais, au Portugal, d'auteurs qui ont parfois connu, et qui ont des témoignages directs. Le problème, c'est que, sauf erreur de ma part, en français, il n'y en a pas. Non. Il y a des articles, etc., mais il n'y a pas de biographie. Ce livre n'est pas la biographie de Zéta Afonso, mais on va arriver à l'essentiel du sujet. Chanson. Oui, mais je trouve que ça valait quand même la peine de parler, parce qu'une chanson apparaît dans un contexte, c'est pour ça que c'était la première question, et un auteur, et donc c'est par cercle concentrique que j'arrive justement au sujet qui nous intéresse. Mais enfin, il y a une stratégie dans mon entretien, si je veux dire, que tu as comprise depuis le départ. Voilà, alors nous allons passer maintenant, je dirais, aux événements qui ont précipité le coup d'État. Tu en as déjà un petit peu, tu as déjà abordé un petit peu le sujet quand tu faisais référence à l'OTAN et à la BID. Au départ, on devait fixer le coup d'État, enfin le soulèvement populaire le 30 avril, et puis il était avancé de 5 jours, mais ça ne s'est pas fait de manière aussi évidente. Et à la lecture de ton livre, qui se lit vraiment comme un roman policier, comme un thriller, il apparaît qu'il y a eu quand même beaucoup de bricolage, des décisions qui ont été prises à la dernière minute, et avec une certaine légèreté aussi, parce qu'on n'avait pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres qui serait logique d'avoir en tête quand on prépare un événement aussi important que celui-là. Donc je ne vais pas te demander de nous raconter par le menu, puisque l'objectif est quand même de faire lire ton livre. Hein, donc il ne faut pas non plus scier la branche sur laquelle tu es assis, ce serait dommage. Hein, mais peut-être nous expliquer un petit peu quels sont les types, d'abord les objectifs, quels étaient les alliés, je dirais, qui se sont mis d'accord ensemble pour faire le coup d'État, quelles ont été les difficultés,
les absurdités aussi dans la gestion de la suite des événements. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça? Donc, ce qui va conduire à ce que l'on a appelé par la suite la révolution des œillets. Bon, je vais essayer. Oui. Sans tout dire, ce serait trop long, et puis bon, le lecteur le découvrira, oui, comme tu le dis très bien. Le problème, c'est que d'abord, la révolution, c'est pas le peuple qui s'est jeté dans la rue, c'est une révolution faite par les militaires clandestins antifascistes qui s'étaient organisés en réseau à l'intérieur des 3 corps d'armée. Mais qui répondaient à une attente. À une attente, bien entendu. Voilà, une attente. Et puis le peuple, tout de suite, dès qu'il a appris de se jeter dans la rue, a il attendait ça, quoi. Absolument. Une explosion de joie le couvercle de la marmite qui se levait. Alors, le gros problème, c'est comment faire bouger les 3 corps d'armée, aviation, infanterie et marine, au même moment, à la même heure, se dirigeant vers les objectifs respectifs, et du nord, centre et sud du pays. N'oublions pas que le nord et le centre sont un peu plus conservateurs. Et comment prévenir, d'autant plus que la date, comme tu l'as bien rappelé, Jean-Michel, a été improvisée. Donc en 2-3 jours, il fallait tout organiser. C'était un petit peu, si je peux me permettre la comparaison, comme la date du débarquement, le 6 juin 1944, lorsque on attendait la météo. Là, c'était savoir, mais est-ce qu'on va le faire le 7, et puis on l'a avancé en fonction, simplement, parce qu'évidemment, on comprend que pour traverser la Manche, il fallait une bonne... Voilà. Et donc, c'est un petit peu la météo politique de cette époque-là, le contexte qui a fait que, ben voilà, c'était cette date-là. Mais ça, tu l'as déjà expliqué tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais donc, voilà, surtout insister, comment ça se fait que, je veux dire, il fallait avoir quand même des hommes sûrs et quand même des hauts gradés, puisque c'était eux qui allaient lancer la révolution, dans les 3 corps d'armée, enfin dans les trois types d'armées, et dans toutes ces régions-là, comment, avec quelques centaines d'hommes, parce que j'imagine qu'ils n'étaient pas très nombreux, il y a eu comment dirais-je, ce rassemblement autour de cette idée de révolution. Alors d'abord, les organisateurs du putsch démocratique étaient eux-mêmes de très très hauts gradés, donc ils commandaient à des hommes qui devaient leur obéir. Il y avait à peu près 300 officiers faisant partie de la structure du mouvement des forces armées clandestins, mais tout au-dessus, il y avait un exécutif très secret de 3 ou 4 très hauts gradés, et il était dirigé, cet exécutif, par Otello de Carvalho. Alors je dirais que son enthousiasme, le caractère volontaire, romantique, le courage personnel de ces gens-là, palliait en partie ou grandement le manque d'efficacité ou d'organisation au cordeau. Mais ça a marché. Alors, le problème... comment est-il possible, au fond, que des militaires se soient lancés dans une aventure qui n'était pas aussi organisée? Parce que, venant de militaires, on pourrait dire, mais ce sont des gens qui sont drillés, je dirais, à une organisation, parce qu'au fond, c'est une des spécificités de l'armée, c'est quand même d'avoir une stratégie, d'avoir tout en place dans le cadre d'un conflit. Comment ça se fait que c'était ça, ces hauts gradés, qui étaient des spécialistes quand même de l'organisation, finalement sont entrés dans cette mécanique qui était quand même, je dirais, un peu vaseuse. Alors je vais essayer de répondre d'une manière précise, et puis je vais faire le contraire, partir du petit rond et puis d'accord. Otello de Carvalho dirigeait la conspiration. Il avait un adjoint qui était Carlos Contreras, qui était le spécialiste des télécommunications dans la marine. La marine était fort à gauche à l'époque. Il était chargé, Carlos Contreras, de trouver un moyen pour prévenir les têtes de pont clandestines dans chacun des corps et dans chacune des unités. Voilà, maintenant, allez-y et donnez ordre à vos troupes d'avancer vers les objectifs qui étaient soigneusement déterminés, organisés, etc. Aéroports, radio, des établissements stratégiques, etc. qu'il fallait occuper. Alors le problème, c'est que chaque corps d'armée, bon, on n'avait pas Facebook et Internet, hein, heureusement peut-être,
mais chaque corps avait son propre système de communication interne. Clos, donc. Clos. Donc ça n'allait pas. Et Contreras, alors c'est une petite anecdote, et il était marié à une Espagnole. Et aux vacances de Pâques 1974, il va dans la famille de Pilar, à Madrid, et il rencontre à Madrid un prêtre progressiste espagnol qui soutenait l'unité populaire de Salvador Allende, qui lui donne une petite brochure et qui explique que dans l'attente, la peur d'un putsch militaire de droite, d'extrême droite, celui de Pinochet, les militants de l'unité populaire avaient convenu, en cas de danger, pour que les militants de gauche rentrent dans la clandestinité, de placer le titre d'un tango de Carlos Gardel sur les ondes de la radio nationale. Et ça fait tilt dans la tête de Contreras. Il est revenu. C'est vrai qu'il n'y a que 7 mois entre ce qui s'est passé, mais dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens, évidemment. Alors ça montre aussi l'intérêt de la solidarité internationale et de se confier de bons clients. Oui. Il rentre à Lisbonne, Contreras, après les vacances de Pâques. Ça fait tilt dans sa tête et il propose que pour lancer le mouvement d'un seul pas dans les 3 corps d'armée, à la même minute, on allait diffuser un morceau d'une chanson convenue et on en informera les correspondants au gradé dans les différentes unités militaires du pays. Alors le problème, c'est que Othello de Carvalho, on l'a rencontré, c'est un homme infiniment sympa, bouillonnant, un peu bordélique, il faut dire, et il a dribblé, il a dit oui, excellente idée, et il n'a pas laissé faire dans un premier temps Contreras, et il a choisi une chanson. Ça aurait pu être Minuit chrétien, hein, mais non, il fallait un symbole, là, tout est symbole, n'est-ce pas? Et c'était, il voulait une chanson de Zeca Afonso, c'était la conscience du pays. Et il prend la chanson, une des chansons les plus révolutionnaires, Venha mais cinco, que viennent plus de 5 amis. Mais avec une distraction majeure. C'est pour ça que je dis qu'il y a aussi des choses qui paraissent... C'est pour ça que je dis que c'est romantique, parce qu'en même temps... Attention Jean-Michel, on est à 2 jours du déclenchement. D'autant plus. Et alors, c'est le génie aussi d'individualité, c'est-à-dire une révolution, c'est pas seulement une organisation, je veux dire, la bolchevique. Non. C'est aussi des initiatives personnelles, des gens courageux, des gens... C'est aussi un berceau de créativité. Alors parfois ça marche pas, ça a marché, tant mieux. Alors qu'est-ce qui se passe? Contraire, je dis à Othello, mais attends, t'es fou quoi, cette chanson elle est censurée. Or, les radios sont censurées, donc ça ne passera jamais. Définition, oui. La radio aussi. Oui, alors finalement, il choisit Grande la Villa Morena. Ah oui, le choix, c'est la radio, parce que la télé était... Oui, mais une radio catholique conservatrice, c'est ça aussi. Parce que quelle radio? Parce que ça peut être très, très fin et très subtil de choisir justement une radio conservatrice de telle manière... Alors, il y avait des radios locales qui qui jouissaient d'un peu plus de liberté, c'était le début des oui, mais encore fallait-il avoir... Mais elles ne dépassaient pas le cadre de la zone de d'émission, oui. Bon. Alors, il y avait Radio Club, qui était une radio avec des relais antifascistes, mais le problème, c'est qu'il y avait ces relais n'animaient pas de radio le soir, parce qu'il était convenu que le signal passerait à 24h et 20 minutes, donc à l'aube c'était mieux de faire comme ça, bien sûr, au petit matin du 25 avril. Alors finalement, on est tombé sur Radio Renaissance, ce qui paraît a priori une grosse bêtise ou un paradoxe, parce que Radio Renaissance c'était la radio officielle, un projet fou. Ou un coup de génie. Parce que Radio Renaissance c'était la radio officielle de l'Église catholique la plus conservatrice et la plus complice du régime d'extrême droite. Il fallait encore... oui, c'est parfois dans l'œil du cyclone. Oui, tout à fait. Encore, il fallait que ça fonctionne, qu'on trouve un moment où... Il faut rendre grâce à Contreras, parce que c'est lui qui a combiné... Tu rends grâce, toi, d'habitude? Remercier, tirer notre chapeau, tirer notre chapeau qu'on a rencontré. Très hispanique, hein? En fait, c'est lui qui a contacté via le journal La Repubblica un poète, Carlos Albino, chrétien de gauche, antifasciste,
et qui animait avec d'autres une émission qui passait de minuit à 2 heures du matin, une émission concédée dans les studios de Radio Renaissance et qui jouissait d'un tout petit peu de liberté. Alors, mais il n'empêche qu'il y avait quand même un censeur. Alors il y avait 2 niveaux de censure qu'il fallait. Oui. Le premier, il fallait rien ne pouvait être dit en direct. Il fallait préenregistrer les textes. Et les textes devaient être, avant d'être lus, enregistrés, devaient être cautionnés par la censure interne de l'Église, l'Église réactionnaire. Oui. Et alors ils ont fait un montage. Ils ont mélangé Grande de la Villa-Morène avec des poèmes insignifiants, avec d'autres chansons. Mais il fallait que ça passe au bon moment. Il fallait que ça passe au bon moment. Donc c'est mélangé, mais dans un ordre... Tout ça a été fait dans l'après-midi du 24 avril, donc à jour J moins quelques heures. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est que cette chanson n'était pas tombée sous la coupe de la censure, parce que c'est une chanson, on l'a lu tout à l'heure, enfin je l'ai lu tout à l'heure, il y a le mot, il y a liberté, égalité, c'est le peuple qui commande. Dans une dictature quand même, c'est quand même assez sulfureux, on peut le dire. Alors c'est vrai que... non mais c'est sulfureux. Oui, donc le premier niveau de censure dit, bon, ok, Grande de la Villa-Morène, ça peut passer, ok, c'est bon, et il n'y voit que du feu. Alors pour répondre à ta question, Jean-Michel, effectivement, heureusement, la police politique n'est pas toujours d'une intelligence foudroyante, et en tout cas, ils n'ont pas compris le sens caché dans la chanson. Parce qu'en réalité... Oui, caché, mais... oui, caché... à peine caché. Assez transparent, enfin bon... c'est une chanson qui rend hommage, non pas tellement à Grande-Dola, une ville bien sympathique et courageuse, avec beaucoup d'antifascistes, mais qui rend hommage à, on en dira peut-être un mot si on a le temps, à une association fondée par des ouvriers du Liège notamment, et qui s'appelle Musica Veglia, qui comprend une bibliothèque, des livres cachés sous l'estrade, une salle de concert et une école de musique. Et c'est un foyer antifasciste, et de dire, pour lutter contre le fascisme, il faut développer l'éducation populaire. Oui, mais ça veut dire que la PI n'était quand même pas très... Mais, et Zeka Afonso, qui avait visité... C'est le rôle d'un service secret, enfin de sûreté de l'État, en tout cas, de se poser des questions... surtout face à un médium comme celui-là, parce que les chansons, finalement, surtout dans un pays où tu as dit qu'il y avait un quart d'analphabète, c'est quand même un médium extraordinaire. Qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde, parce que c'est pas un livre, parce que finalement, un livre, voilà, ça touche un public plus restreint, tandis qu'une chanson, c'est extraordinaire. Et donc, en fait, pour revenir la chanson de Zeka Afonso, Grande de la Villa-Morène, A Terra de Fraternità, il visait la musica veglia, parce qu'il avait eu un coup de foudre en allant chanter là-bas en 1964. Il a passé une journée dans l'enceinte de cette musica veglia, cette association fondée par des ouvriers du Liège. Et pour lui, cette association représentait son modèle de socialisme libertaire, où il n'y a pas de chef, où c'est le peuple qui commande, où tout le monde est à égalité, quel que soit son statut social, où toutes les décisions, malgré la clandestinité, se prennent autour d'une table, d'une manière collective. Il n'y a personne qui prime sur égalité, liberté, fraternité. C'était vraiment ça le rêve de socialisme. Oui, mais c'est pour ça que je suis sidéré par l'absence d'éveil de cette police politique. Alors pour conclure d'un mot, finalement, Grande-Dola passe à minuit 20 minutes et 12 secondes, mais il s'en est fallu de très peu. Parce que, étant donné le caractère un tout petit peu subversif de l'émission limite de minuit à 2 heures, l'Église catholique avait exigé qu'il y ait dans un KGB attenant en studio un agent, un sbire de la PID, qui écoute l'émission et qui, s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, ordonne de débrancher l'émission. Et quand, à minuit 20 minutes, on a réussi à balancer sur les ondes la chanson de Grande de la Villa-Morène. Oui, mais avec 10 minutes de retard quand même par rapport à leur prévu. Avec quelques secondes de retard, parce qu'il y a un stagiaire qui s'était trompé. Ah, mais il me semblait qu'il y avait 10 minutes de retard finalement. Non, quelques secondes. Et donc les militaires étaient informés qu'ils devaient coller leur poste transistor à leur oreille
et qu'à minuit 20, si la chanson passait, alors tout le monde devait... Et cette chanson est passée par miracle, parce que l'agent de Lapide, dans le KGB, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il a déboulé dans le studio comme un chien fou, et il a ordonné à l'ingénieur du son de débrancher l'émission. Oui, mais il a engueulé le stagiaire qui était dans la cabine d'ailleurs. Oui. Donc il s'est mis objectivement, il a fait une alliance objective et inconsciente avec les révolutionnaires. C'est ça le gars, qui est le côté très romantique. À quoi ça tient parfois le succès très romantique de l'affaire. Il y a peut-être une petite chose que tu m'as dit hors caméra qui explique que dans la chanson, c'est à l'ombre d'un chêne vert. Oui. Parce que tu parlais d'ouvriers, des gens qui travaillent dans le liège, donc ça peut, il y a un lien évidemment. Oui, c'est un mot codé, voilà. C'est ça. Mais il y a aussi la première phrase ici de la troisième strophe. Dans chaque coin, un ami. Moi, en entendant la chanson, puisque je l'ai évidemment, j'ai déjà entendu chez moi, ça renvoie quand même au chant des résistants. Dans chaque coin un ami, là il y a quelqu'un qui est prêt, si tu tombes, il y a quelqu'un qui te remplace. Absolument. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la chanson possible, chantée par Yves Montand. C'est possible parce que Zeka, Afonso avait un grand amour pour la France, une grande culture francophone. Oui, c'est ça. Et maîtrisait très bien la langue française. C'est ça, c'est ça. Comme beaucoup d'intellectuels de cette époque, ils étaient très très à l'écoute de la langue française, et donc il est possible et pas certain. Mais en tout cas, que ce soit aussi un mot codé. En tout cas, Zeka Afonso a dit, en témoignant à l'époque, qu'effectivement, il visait l'association antifasciste clandestine plutôt que la ville en tant que ville. Enfin, toujours est-il que la chanson passe, que les militaires se mettent en route, et qu'en un jour, la dictature tombe. C'est ça, oui. Je ne crois pas au miracle, mais enfin, quelque part, il y a eu un concours de circonstances qui était le petit Jésus était quand même quelque part du côté des révolutionnaires ce jour-là, si je puis dire, parce que quand même, le risque que ça capote était quand même pas mince. Oui, en effet. Donc voilà, je voulais insister sur ce point-là, parce que tout à l'heure tu disais que effectivement, pour qu'il y ait une révolution, il ne suffit pas d'avoir comme ça un bureau politique avec une structure révolutionnaire très très bien organisée, qu'il y a aussi le tempérament de certains individus qui à un moment donné prennent une décision sur base des informations qu'ils ont en tête à ce moment-là, et qui ne sont peut-être pas les meilleures informations qui soient, mais au-delà de cela, encore plus important, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une situation qui soit mûre sur le plan politique, économique et social pour que la révolution se déclenche à ce moment-là précis. Il y a donc le rôle de l'individu qui paraît essentiel. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans un déterminisme. La révolution aurait eu lieu, parce que bon, quand même, c'est quand même la situation de fond qui l'aurait emporté. C'était au fond quand même un régime en perdition. Il n'aurait pas pu tenir encore longtemps, je crois. Hein. Quand tu dis les forces qui étaient en présence, surtout quand on a l'armée contre soi, bon, et au gradé, je crois que c'est quand même, dans une dictature, un élément très négatif hein, pour le maintien d'une dictature. Ce qui est quand même assez intéressant, je trouve, dans le cas portugais, et on le revoit dans l'actualité du Portugal aujourd'hui, c'est la capacité de ces acteurs de la révolution des œillets, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, miliciens, de réunir et de s'unir. Oui, mais ça, c'est frappant. Aujourd'hui, on a au Portugal un gouvernement de gauche qui certes ne fait pas de miracle, qui pourrait être un des rares d'ailleurs, hein. Mais qui va à contresens des politiques d'austérité dictées par l'Union européenne ou par la Troïka, et qui parvient, en améliorant le sort des personnes les plus défavorisées, des plus pauvres, des petits pensionnés, à relancer l'économie par une relance du pouvoir d'achat, une amélioration des droits, et aussi un réinvestissement dans les services publics, notamment de santé, de justice, à l'heure où l'Union européenne impose de démanteler les services publics. Ils sont au fond garants d'égalité entre les gens.
Alors, si je peux me permettre de résumer en quelques étapes sous le plan chronologique l'histoire de ce texte qui se trouve au cœur donc de ton livre. Un poème est écrit par José Alonso en mai 64. La chanson avec la forme qu'on va lui connaître est rédigée, mise en musique en 71. Un an plus tard, elle est chantée pour la première fois en public, d'ailleurs non pas au Portugal, mais en Galice, donc à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est donc en avril 74 que donc cette chanson va connaître son rôle déterminant, mais elle avait déjà été chantée au Coliseo, si mes souvenirs sont bons, préalablement, donc ce n'était pas une chanson inconnue, évidemment. Donc elle était connue, et il y avait du monde d'ailleurs lors de cette... Si on peut, en une minute, citer l'exemple du Colisée ou de Lisbonne, c'est très très important. Parce qu'effectivement, au mois de mars, avril, au Portugal, il y a quand même on sent que Caetano, qui a remplacé Salazar à la tête de la dictature, il commence à y avoir de plus en plus de divisions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Colisée au mois de mars? Il y a la Maison de la Presse qui convoque un concert, c'est une véritable provocation, un pied de nez à la dictature, de tous les chanteurs d'intervention, de chanteurs engagés, qui sur les pas de José Afonso ont commencé à fleurir dans les années 60, pour faire un concert gigantesque au Colisée de Recreio, qui est la plus grande salle de concert. Évidemment, Zeca Afonso est de la partie. Le public, alors il donne l'autorisation que la veille du concert, la dictature, pour espérer que ça démobilise les gens. La salle est archi pleine et la salle de concert est encerclée par la police de choc avec des véhicules militaires, etc., prête à nasser tout le monde et emprisonner tous les participants à la sortie du concert. Alors les premiers chanteurs disent, bon ben écoutez, on a au public, qui est debout, qui applaudit à tout rompre, etc., qui dit au public, qui disent au public, les chanteurs, ah écoutez, excusez-nous, on a oublié les paroles de la chanson dans le train, on va faire la la la. Et alors, en fait, c'était pour rigoler, c'est-à-dire que c'était des chansons censurées, comme il y avait des agents policiers en civil, ils pouvaient interrompre et réprimer, emprisonner. Et donc le public, lui, chantait, et le chanteur faisait la la la, donnait le... Arrive, bouquet final, Zeca Afonso, qui arrive sur scène, il convie l'homme fraternel à hauteur d'homme, tous les musiciens, les chanteurs, etc. Il se donne le bras fraternellement, comme on se le donne quand on chante les chansons de l'Alentejo, dont une tradition différente du fado, dont la chanson Grande de la Vila Morena s'est inspirée pour la structure et pour la mélodie. Et Zeca Afonso commence, lui, à chanter les paroles de Grande de la Vila Morena, puisque formellement, elle n'était pas censurée. Qu'est-ce qui se passe? Toute la salle, 5000 bouches, la chante en même temps. Donc ils connaissent les paroles, donc c'était une chanson qui était connue. Sous le manteau. Oui, mais enfin elle était suffisante. Oui, elle était connue. José Afonso, c'était la conscience. C'était la conscience morale. Tout à fait. Et les policiers en civil ne peuvent rien faire parce qu'ils sont complètement débordés par la foule. On ne peut pas arrêter des milliers de personnes. Et ils sont tellement enthousiastes que personne ne voulait quitter personne. Et qu'ils vont chanter 3, 4, 5 fois la chanson. Près d'une demi-heure du petit DJ. Oui. Et on donne le lien et on peut voir des images de... et les manifestants, après, ils sortent du Colisée en se tenant par le bras et en chantant Grande de la Vila Morena. Bien fort, en regardant tout droit dans les yeux des policiers de choc. Ils s'avancent, ils ne savent pas s'ils vont être matraqués, emprisonnés, et il y a quelque chose qui se passe, c'est que les policiers les laissent passer, et ils rentrent chez eux, il n'y a pas eu une arrestation. Et là, je crois que c'était fin du mois de mars, ce jour-là, la dictature avait perdu une manche. Mais c'est d'autant plus fou alors qu'au mois d'avril,
entre-temps, cette chanson n'est pas été censurée. Vu le succès qu'elle avait eu un peu plus tôt, elle était devenue un point de ralliement, quoi. Donc on aurait pu imaginer que, ne s'étant pas rendu compte dans un premier temps du contenu de la chanson, qu'après cet événement-là, à Lisbonne, quand même, dans la capitale, eh bien, on n'ait pas pris des mesures en disant, non, cette chanson-là, bon, on a compris, faut surtout... Il faut dire que la dictature était un peu aux abois à ce moment-là, parce oui, que, en réalité, au mois de mars, oui. Plus ou moins au même moment que le concert oui. du Colisée, il y a une première tentative de révolte militaire, oui. mais pas émanant des militaires les plus à gauche, en fait émanant du général Spinola. Oui, l'homme au monocle. Au monocle, tout à fait, un aristocrate qui passait conservateur, mais qui avait une position pragmatique. Il avait écrit un livre où il défendait l'idée que ça ne servait à rien de continuer les guerres coloniales, il fallait des solutions politiques. Et alors lui-même avait combattu. Hein, il avait combattu avec les Waffen-SS et de Grelle. Oui, mais je veux dire dans les colonies lui-même. Dans les colonies, il avait vu que le Portugal allait perdre et que ça ne servait à rien, il valait mieux économiser les souffrances, etc. Il avait eu cette lucidité. Et dès qu'il a édité son bouquin, il a dû jurer fidélité à Caetano, il a refusé. Il y avait un autre général, Gomes, qui a refusé aussi. Et du coup, ils ont été dégradés, oui. Mais ça a créé beaucoup de dissensions dans l'armée et l'union des mécontents. Et donc, je pense que la dictature avait d'autres priorités que de commencer à chasser. Elle était déjà affaiblie. Elle était déjà affaiblie. Des grands chefs militaires. Oui, elle était affaiblie. Voilà. Elle était affaiblie. Et ça explique en partie aussi, malgré une certaine improvisation et amateurisme, mais avec tellement de générosité, de courage et d'engagement personnel, que la révolution a finalement été victorieuse. Et tout de suite, le peuple est sorti dans la rue. Bien sûr. Avant de poursuivre dans l'histoire de la révolution, enfin dans l'année qui suit en tout cas, le 25 avril de 1974, parce que bon, cette révolution, comme toutes les révolutions, a connu des avatars, et puis bon, on sait ce que c'est qu'une révolution, c'est-à-dire que... tu vas en parler dans quelques instants. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette chanson. Tu viens de parler de cette gestuelle où ils se tiennent tous ensemble, marquant ainsi la solidarité, mais ça ne marque pas que la solidarité, ça marque la solidarité, mais c'est aussi lié au retour du travail de ces ouvriers agricoles ou de ces ouvriers dans le domaine industriel qui reviennent du travail et comme ils sont fatigués, ils se soutiennent les uns les autres. Et alors il y a aussi cette marche particulière avec ces pas qui ont toute leur signification et qui vont être repris, enfin qui ont été repris parce que l'idée ne vient pas finalement de José Alonso, ce pas particulier qu'on entend dans le disque. En fait, l'idée vient, oui. Tu as raison Jean-Michel, c'est pas José Afonso, c'est Mario Branco, oui. Mario Branco, qui était un exilé, un musicien aussi, oui, oui. Qui a été condamné à 6 mois de prison au Portugal pour activisme militant, et 6 mois de torture du sommeil, il faut voir, et puis il s'est exilé à Paris. Et c'était un musicien c'est toujours un musicien de génie, et c'est lui qui était le directeur musical du disque où on le retrouve en 1971, gravé à Hérouville, près de Paris, oui. Où il y a la chanson Grande de la Villa Morena. Et c'est lui qui a eu l'idée d'introduire la chanson par un bruit de pas. Pourquoi? Parce que lui, quand il était étudiant, pour gagner un peu d'argent, il avait été travailler dans les champs dans l'Alentejo, et qu'il avait travaillé en été, il fait 40, 43, 45 degrés à l'ombre, et on travaille 12 heures du lever du soleil au coucher du soleil, et puis le travail dans les champs c'est hyper fatigant, et donc effectivement il avait participé, les ouvriers, ils rentrent avec fatigués. Donc c'est aussi une idée un peu de génie, si je puis dire, dans la mesure où ça a un pouvoir évocateur pour ces ouvriers agricoles, c'est-à-dire que ça renvoie consciemment ou inconsciemment à quelque chose qui
connaissent et qui est liée à la dureté de leur travail et qui leur rappelle leurs conditions d'exploiter et qu'ils voilà, ils vivent avec beaucoup de difficultés et donc à la fois donc d'une part ce pas et puis à l'Eurocoliseum où ils se tiennent tous ensemble, tous ces éléments-là, qu'il s'agisse du contenu en termes de paroles de la chanson, la musique qui appartient à un genre musical particulier d'ailleurs, et enfin toute la gestuelle ont fait qu'il s'agissait vraiment presque d'un rituel cérémonial qui a pu soulever les gens. Soulever les gens. Je crois que c'est très important. Et aujourd'hui encore au Portugal. Oui. Bon, mon épouse est de l'Alentejo, je vais dans les fêtes populaires, etc. Oui, oui. Quand il y a une chorale qui chante Grande de la Morena, les gens ont la larme à l'œil. Ah oui, bien sûr. C'est autre chose que la Brabançonne. Hein. Ah oui, ben, c'est de l'ordre de Bella Ciao italien. Oui, c'est Van Campenot qui nous a écrit cette foutue Brabançonne, mais qui est tout, qui est vraiment un chant, une musique pompier, on peut alors, dire. à la mort de Zeca Afonso en 1987, il y a eu un reflux révolutionnaire aussi dans les années 80. Bon, les choses se sont mises en place. Les terres qui avaient été expropriées des latifundiaires ont été rendues aux plus riches, etc. Mais il est resté de beaux restes, notamment une constitution très progressiste et quand même des acquis très, très importants. Oui, alors, mais quand même, juste après, dans l'année qui suit, il y a eu une gauchisation à un moment donné, et puis à un moment donné, il y a eu un reflux. Hein, parce que quand même, bon, il y avait les communistes, ce parti communiste qui était dans la clandestinité, il y a eu, les socialistes étaient aussi, je suppose, dans la clandestinité, et puis ils arrivent, il y a des élections, tout d'abord, il y a des élections, mais alors, comme souvent dans les révolutions, il y a d'abord une tendance à la radicalisation, et puis il y a le ressac, voilà, et on arrive à une situation qui n'a plus rien à voir avec la dictature, on est bien d'accord, mais qui permet à, je dirais, à une certaine bourgeoisie ou petite bourgeoisie quand même, tout en conservant un certain nombre d'acquis, parce qu'on ne peut pas retourner en arrière, ben finalement comment dirais-je, d'accepter un régime en s'y adaptant, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Bon, là, on s'éloigne peut-être du sujet, mais c'est intéressant quand même. Il y a comment dire, donc, il y a eu en mars 1975, si je ne me trompe pas, une tentative de coup d'État de droite. C'est ça. Menée par Spinola. Oui, oui. Et elle a échoué, et ça a provoqué une radicalisation politique à gauche. C'est ça, c'est ça. Alors, au mois d'avril, si je ne me trompe pas aussi, il y a eu des élections constitutionnelles, donc tout à fait libres, démocratiques, pour la première fois au Portugal, depuis 48 ans. Et là, un peu bizarrement, c'est le tout nouveau Parti socialiste dirigé par Mário Soares qui l'emporte avec 36-37% des voix, et le Parti communiste se trouve assez déçu. C'est Álvaro Cunhal, je crois. Álvaro Cunhal qui le dirigeait, parce qu'il l'avait, objectivement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il fut à l'avant-garde des luttes pendant une quarantaine d'années. C'est ça. Et il fait 12%. Pourquoi? Parce que le pays est divisé en deux. Dans le sud, Alentejo, au sud de Lisbonne, Setúbal, les communistes font 30, 40, voire plus pourcentage. Mais dans le nord, qui est beaucoup plus populeux, ils font 0,2%, 0,1%, et c'est la droite qui domine. Il y a la peur du rouge. Et la peur du rouge. Et donc, le pays est au bord de la guerre civile. On brûle des permanences communistes, il y a une chasse aux sorcières dans le nord. Il y a la CIA qui se met en place aussi à Lisbonne, avec un certain Carlucci. Carlucci, c'est celui qui avait planifié l'assassinat de Lumumba au Congo. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et il finance, c'est tout à fait prouvé, le MRPP, c'est-à-dire le parti maoïste. Il finance pour diviser la gauche, pour exacerber les contradictions entre les différents courants, et le MRPP joue bien son rôle. Et qui était le responsable financé par la CIA du mouvement de jeunesse du MRPP à l'époque?
Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. Ah oui, oui. Qui est Oui, passé. je ne savais pas, mais oui. bon. Voilà, et donc il Voilà. a été choisi à la Mais tête donc de les l'Union États-Unis européenne ont parce que- considéré que leur précaré, c'est-à-dire l'Amérique latine, s'étendait également au Portugal. Oui, c'est ça. Pour eux, c'était une sorte d'extension il fallait absolument du domaine de la lutte, si je puis dire. éteindre l'incendie portugais, parce que Oui, au fond, oui. non Ça, seulement on avait mis en déroute le fascisme, mais ça on menait une pouvait. révolution socialiste. Oui. Et qui plus est, une révolution avec la coopération de la population. Les gens bien expropriaient les terres des grands propriétaires et faisaient non pas des kolkhozes ou des sovkhozes bureaucratiques comme en Union soviétique, mais en autogestion. Oui, bien L'autogestion sûr, était oui. pratiquée. Et il ne faut pas oublier que bon, c'est évident pour nous, mais on est à l'époque encore de la guerre froide. Hein. Je dis, il faudra encore attendre 15 ans pour que l'Union soviétique, même si la guerre froide s'arrête plus tôt, mais pour que l'Union soviétique s'écroule, et donc il y a cette obsession constante. Alors il y a un gouvernement effectivement très révolutionnaire qui accélère, lidérado, qui est dirigé par un Vasco Gonçalves, qui est un sympathisant du Parti communiste, qui est un dirigeant militaire, mais en septembre 1975, les socialistes disent, nous ils étaient sortis du gouvernement Vasco Gonçalves, et disent, mais nous on fait 37% des voix, donc on doit diriger le gouvernement. Et les militaires et le Parti communiste disent MFA Povo Unido, le peuple et le MFA unis, et il faut faire bouger les choses par le bas. C'est ça. Et le pays est au bord de la guerre civile. Et donc les dissensions croissent au sein des militaires d'avril, du 25 avril. Le courant communiste est minorisé. Otelo de Carvalho fait une alliance avec les socialistes et finalement Mario Soares fait son retour. Et bon, il y a une forme de normalisation. Les militaires regagnent leur caserne. Oui. C'est difficile à juger, c'est pas le but de mon bouquin. Non. Pas... Enfin, c'est quand même intéressant pour ceux qui nous écoutent, de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'année qui suit, même si on sort de la chanson. Mais il y a un ressac, qui reste un malaise au Portugal. Oui, c'est ça. Parce que bon nombre de révolutionnaires du 25 avril sont mis en prison. Et Zeca Afonso, qui était sympathisant de la Loire, un groupe d'extrême gauche, qui essaye un coup d'État d'extrême gauche au mois de novembre 1975, il est à deux doigts d'aller en prison. Contraire à Chény en prison. C'est ça. On en profite pour remettre... Est-ce que son statut, ou plutôt son image, par le fait qu'il avait été l'auteur de cette chanson qui avait déclenché, ne lui a pas permis d'être un petit peu à l'abri pour que ce ne soit pas médiatisé de telle manière qu'on se dit, mais franchement, ce sont de nouveau des gens de la droite dure qui reviennent au pouvoir. Donc, ça l'a protégé. Voilà. Toujours est-il que lui, il devient très dépressif à ce moment-là. C'est ça. Il est de moins en moins, ses disques marchent de moins en moins. Et même l'idée de révolution du 25 avril passe à la trappe. Et il faut du temps, et il a fallu que le gouvernement de droite de Passos Coelho, qui se fait dicter sa conduite par la Troïka, qui détruit les services publics, qui diminue les pensions qui sont déjà tellement basses, qui impose des baisses de salaire, etc. Il y a une révolte massive au Portugal en 2013. Et il a fallu cette révolte pour que la chanson Grandola Vila Morena, qui était presque plus chantée, reprenne le haut du pavé, et c'est une espèce de résurrection, une deuxième vie de la chanson, trouve une nouvelle vie auprès des jeunes générations portugaises. En mars 2013, il y a une énorme manifestation d'1 million de personnes à Porto et à Lisbonne, 1 million de personnes pour 10 millions d'habitants au Portugal, il faut voir la masse, qui relie les syndicats, les partis politiques de gauche, la société civile, les artistes, les jeunes dans la dèche, etc. Et de bout en bout de la manifestation est chanté Grandola Vila Morena de Zeca Afonso. Je crois qu'on n'a pas encore parlé de ce qui s'est passé le 15 février 2013. Hein. Pourrais-tu nous dire ce qui s'est passé à l'Assemblée de la République du Portugal
à ce moment-là, parce que c'est un événement quand même, et il y a eu d'ailleurs des réactions diverses, puisque ça s'est passé en présence du Premier ministre. Il y avait donc inévitablement dans le Parlement des députés de la droite conservatrice. Quelle a été, parce qu'au fond, les réactions des uns et des autres, parce que le Premier ministre a eu quand même une position beaucoup plus intelligente que certains députés de la droite dure. Au fond, ce jour-là, il y a une trentaine de citoyens, dont pas mal de jeunes, oui. Qui, à l'entame du discours, le nouveau programme d'austérité du Premier ministre de droite qui s'appelait Passos Coelho, se mettent à partir de la tribune du public à chanter à plein poumon Grande de la Villa Morena, qui était tombé dans les oubliettes de l'histoire. Ça a eu un impact, on peut revisionner via Facebook, Internet ce moment, et c'est très étonnant, donc moi j'y étais pas mais j'ai visionné. Et le Premier ministre est resté pétrifié. Pendant, je ne sais pas, une dizaine de secondes, il est resté sans voix. Et puis presque en balbutiant, il dit « écoutez, vous auriez pu choisir une plus mauvaise chanson ». Et là, c'est un moment symbolique, encore une fois, mais qui a joué un grand rôle dans l'évolution de la mobilisation du peuple portugais contre la Troïka. Parce que quelque part, le signal que voulaient donner les protestataires sur les bancs du public, c'est de dire, attention, Grande de la Villa Morena, c'est la chanson du siècle, c'est la chanson symbole du retour au progrès social et aux libertés. Vous touchez au progrès social, vous attentez aux libertés. Là, maintenant, il y a une ligne rouge et on est en passe de revenir en arrière par rapport à la situation du 25 avril, donc de revenir à la misère qui avait lieu au moment de la dictature. Et ça a eu un grand impact dans l'opinion. Cette chanson, finalement, a mobilisé le peuple portugais plusieurs fois au moment de la Révolution, et puis presque 40 ans plus tard. Et cette chanson est maintenant reprise par les jeunes générations. C'est extraordinaire, et devient un hymne universel de lutte, comme Bella Ciao, comme des chansons de John Baez, etc., comme Le Temps des cerises de Jean-Baptiste Clément. Aujourd'hui, petite anecdote, il y a quelques mois, il y a une grève générale des maçons, des travailleurs avec la truelle, en Suisse francophone, pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, etc. Eh bien, ils ont défilé à 5000 à Lausanne ou à Genève, je ne sais plus, et ils chantaient Grande de la Villa Morena. C'est devenu un chant presque aussi puissant et peut-être plus beau que l'international. Bon, beaucoup de ces maçons, il faut dire, étaient portugais. C'est devenu un... Quand tu faisais référence à John Baez, je crois que tu pensais entre autres à Nicolas Enbart. Nicolas Enbart, bien sûr, de italien, oui. Mais aussi à... qui a un peu la même tonalité, enfin, qui renvoie à ce même registre. À Michel Overton aussi. Oui, c'est ça. Et alors, d'où l'interrogation, qu'est-ce qui fait qu'une chanson peut avoir, quels sont les facteurs, les ingrédients qui font qu'une chanson, que ce soit Le Temps des cerises, que ce soit John Baez, que ce soit le formidable Bella Ciao italien ou d'autres chansons, grâce à la vie en Amérique latine, ou de Victor Jara au Chili, deviennent des chansons universelles, qui ne s'usent pas, qui revivent, qui s'élargissent, qui touchent le cœur et l'esprit. Qu'est-ce qui fait? Alors, peut-être la beauté des textes, simplement, le côté concret qui vont à l'essentiel. Même pour les communistes, la Station Pré, quand même, c'est aussi une chanson qui reste, même aujourd'hui, parmi les jeunes. Bien sûr, qui est chantée. Qui est emblématique, hein, voilà, oui. Et donc, moi, je pense que pour qu'il y ait des changements dans la société, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, l'art, réinvestir l'espace public avec l'art, la chanson, les poèmes. Pensons à certains poèmes d'Aragon et le rôle qu'ils ont joué dans la mobilisation de la résistance pendant la Seconde Guerre. Pensons au poème L'Affiche rouge d'Aragon. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre aussi, c'est de voir et de savoir que cette chanson est passée, pas seulement parce qu'il y a une mobilisation des ouvriers, des travailleurs agricoles, des militaires démocratiques, mais aussi il y a deux journalistes courageux qui ont pris la décision, qui ont
tout à Ils fait. ont presque militari maintenu l'agent de censure de Quand le temps sera venu, on compte sur toi, puisque tu es journaliste. Tu dirais. Non, mais voilà. Il y a une époque où, bon, pendant plus de 4 ans, j'ai une émission lundi soir sur Radio Air Libre, mais il se fait que c'est uniquement pour la région bruxelloise, parce qu'inévitablement, je pensais à ce que tu expliquais pour le 25 avril, mais là, il faudrait trouver évidemment une radio qui a une audience plus importante. Je suis en train de blaguer parce que je suis en train de donner ici des éléments. Voilà, à la sûreté de l'État. Ouais. Voilà. Merci Jean-Michel. Voilà. La lutte continue. La lutte continue, quoi qu'il arrive. Hein. Mais je crois que nous avons fait le tour de l'essentiel. Voilà donc le dialogue entre un historien engagé et un journaliste engagé. Mais engagement ne veut pas dire embrigadement. Nous sommes nos propres comités centraux. Tout à fait. Même si le terme, bon, je comprends bien le paradoxe dans la formule, mais le terme, évidemment, pour un anarchiste comme moi, de comité central de moi-même me dérange moi-même parce que ça supposerait, je sais bien que c'est sous le ton de la blague. Pour le soi-même. Hein. Oui, parce qu'il y a l'idée du moi, déjà, qui est au-delà du collectif, mais même ça peut être retourné aussi. Et puis alors, quand même, l'idée du comité central, ça supposerait que y ait dans mes instances de la personnalité, entre le conscient et l'inconscient, il y a quand même une sorte de hiérarchie. Donc moi, pour mon intégrité, autant je trouve la formule heureuse, et dans le contexte précité, elle a du sens, autant pour moi-même, j'espère ne jamais être mon propre comité central, ce qui voudrait dire que j'ai mon propre surmoi qui domine mon ça et mon moi, et donc voilà. Donc je préfère, à la limite, ne pas rentrer dans cette logique-là. En tout cas, je te remercie infiniment. Ce serait gentil de me garder l'exemplaire que tu m'as offert. Je ne voudrais pas que tu repartes avec. Voilà, mais j'ai l'œil, j'ai l'œil. Voilà, parce que j'y tiens, et merci d'ailleurs pour... Ah ben je crois, est-ce que je l'ai montré tout à l'heure? Je ne pense pas. Eh ben, je ne sais plus. Enfin, en tout état de cause, je vais remontrer les deux ouvrages, si je n'ai pas fait pour le premier, que j'ai sous la main en tout cas. Donc de Jean Lemaître, c'est un joli nom, camarade. Jean Fontaine, avocat de l'Internationale communiste, paru aux éditions Aden, préface de José Gotovitch, grand spécialiste de l'histoire du communisme en Belgique. Et l'ouvrage dont il est question ici, dont on peut commenter, je dirais, la page de couverture, on y voit un œillet, et là c'est peut-être l'occasion que tu nous expliques l'origine du terme révolution des œillets, et alors on voit des cercles concentriques, plutôt qui partent plutôt de l'œillet vers l'extérieur, et qui semblent renvoyer donc à une émission radiophonique, me semble-t-il, et donc on voit bien cet œillet qui est planté, si je puis dire, dans le canon d'un fusil, je cherchais le terme, voilà, je remontre. Et alors, donc pourrais-tu nous expliquer l'origine de la révolution des œillets? Pourquoi les œillets? En fait, au petit matin du 25 avril 1974, donc les troupes insurgées arrivent à Lisbonne, dans le centre de Lisbonne, à la place du Rossio. Le Rossio, c'est le centre névralgique de Lisbonne, et il y a des restaurants, des cafés, etc. Et en fait, le patron d'un restaurant fêtait son anniversaire et a donné congé à ses employés. Mais il avait mis, le patron, des bouquets de fleurs sur les tables en l'honneur de son anniversaire. Et une employée, qui vit toujours, qui témoigne dans la presse portugaise, a ramassé les bouquets de fleurs pour les ramener chez elle, sans doute. Et en chemin, près du Rossio, elle voit la colonne de voitures blindées avec les militaires révolutionnaires, démocratiques, et elle offre les fleurs, les œillets aux militaires. Et le premier militaire à qui elle offre l'œillet, place l'œillet dans le canon du fusil, et puis le deuxième l'imite, etc. Et c'est devenu une photo emblématique, symbolique, d'une révolution dont on doit souligner qu'elle s'est passée quasiment sans victimes. Hein. Les seules victimes sont des victimes civiles qui
qui ont été tués par des agents de Lapide, mais, et les militaires, au bout d'un certain temps, quand ils ont assuré la transition démocratique, sont rentrés dans les casernes. Donc des révolutions qui se terminent plutôt bien. C'est assez rare dans l'histoire de l'humanité et ça vaut la peine d'être souligné. Je ne sais pas si on a... Non, c'est une photo historique. Alors, je vais montrer cette photo qui vaut aussi la peine. Voilà. Alors ici, tout à fait à droite, avec les yeux baissés, les lunettes, c'est José Afonso et deux de ses camarades musiciens. C'est au moment même où ils ont enregistré à Hérouville, au château d'Hérouville, là où il y avait le studio, la chanson Grande de la Villa Morena. Alors on ne le voit pas, mais était caché marchait à quatre pattes, un ingénieur du son qui enregistrait le pas, le fameux c'est ça. Et ils sont mal réveillés. À ne pas confondre d'ailleurs avec le pas des soldats dans la chanson du partisan interprété par Yves Montand. Et alors, petit détail, ils paraissent mal réveillés, parce qu'en fait ils se sont levés à 3h30 du matin, ça a été tourné à 4h du matin, parce que le château d'Hérouville, le studio était en bordure d'une route fréquentée par des camions, une route nationale, et donc pour qu'ils ne soient pas pollués par le bruit des camions et des voitures, ils ont enregistré le bruit des pas. Et ce que tu n'as pas dit, c'est qu'ils se tiennent justement. Et ils se tiennent alors qu'ils ne sont pas filmés. C'est pour pouvoir mieux faire avec leurs jambes, qu'ils se tiennent par le bras, de manière fraternelle. C'est ça. Comme les paysans de l'Alentejo. Voilà. Ben écoutez, donc c'est un ouvrage que je vous recommande vivement, paru aux éditions Otium, ou Otium, qui veut dire loisir en latin, et je crois que c'est une bonne lecture de vacances pour ces mois d'été. Ça se lit très agréablement, il n'y a aucune prétention, je dirais, quant dans le propos, c'est écrit d'une manière sobre, c'est écrit également suivant un rythme assez haletant, à tel point ça se lit d'une traite. On n'a pas envie de commencer un petit peu, et puis non, on a envie de connaître la suite, et la structure même, le plan de l'ouvrage est assez habile, de telle manière que, effectivement, c'est un petit peu comme un film à la télévision, si je puis dire. Donc encore toutes mes félicitations, et j'attends impatiemment l'ouvrage qui va sortir donc d'ici 1 mois et demi, dont je rappelle le titre. C'est le village, non, c'est la commune des Lumières, c'est ça, chez le même éditeur, donc fin du mois d'août 2019. Ce serait peut-être bien je ne crois pas l'avoir fait, de donner ton adresse mail qui permettrait, le cas échéant, à ceux qui seraient intéressés de pouvoir te contacter. Donc c'est Jean, J-E-A-N, Lemaître, L-E-M-A-I-T-R-E, 74 ou 74 pour les Belges, donc la date de la Révolution, @gmail.com. Mais cet ouvrage sera donc, pourra être commandé dans n'importe quelle librairie ou chez l'éditeur lui-même. Voilà. Voilà, donc... à partir de fin août, il sera en librairie. À partir de fin août. Je vois qu'il était imprimé en avril 2019, donc voilà, donc... Ah non, on parle de l'autre ouvrage, je suis en train de tout mélanger. Mais la commune des Lumières aussi sera disponible fin du mois d'août. C'est ça, et c'est un éditeur qui se trouve en banlieue parisienne, je crois. C'est ce qu'on appelle ce qui reste de la ceinture rouge de Paris, Ivry-sur-Seine, et c'est un éditeur qui est lié à une librairie que je vous conseille de visiter si vous êtes du côté d'Ivry, sur Seine, qui s'appelle Envie de lire, et qui est la seule librairie sous forme de coopérative ouvrière en France. Ça vaut aussi la peine d'être remarqué. Merci Jean. À très bientôt donc. J'ai dit.